Bonsoir, bienvenue à tous, chers amis et confrères. Merci d'être venus si nombreux. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir comme invité un homme que j'aime beaucoup depuis très longtemps. C'est un de mes meilleurs amis. Je peux dire que c'est comme mon frère, Dr Ramine Sharifi, qui est aussi membre de la direction de l'association. Il est médecin généraliste, il est gériatre. Et il a fait aussi un diplôme interuniversitaire en médecine morphologique et anti-âge. Donc ce soir, il va nous développer un sujet qui nous concerne tous, qui concerne aussi bien les jeunes que les personnes âgées, et qui va nous dire comment faire pour avoir une vie de qualité. Et comment faire pour vivre le plus longtemps possible dans les meilleures conditions possibles. Donc, et puis les idées préconçues, les idées qui ont été développées pendant des années par la médecine générale sur différents aspects de la médecine. Et il va nous donner des détails sur un peu l'évolution de tous ces phénomènes et quelles sont les idées préconçues, quelles sont les idées sur lesquelles nous sommes revenus. Donc voilà, je laisserai développer le sujet. Merci Ramine d'avoir accepté. Depuis longtemps, on attendait que tu nous fasses un exposé. Voilà, je vous laisse avec Ramine pour cette soirée. Merci à tous d'être venus. Bonsoir à tous. Merci. Merci Myriam. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'il me demande de parler d'un sujet. Il fallait que le sujet soit intéressant d'abord pour moi-même, avant que je puisse en parler. Donc, j'ai fait un diplôme il y a 2 ans donc, sur médecine anti-âge, qui va beaucoup m'intéresser. J'espère que le sujet dont je vais vous parler ce soir, si vous êtes là, ça veut dire que probablement ça vous intéresse. Vous ne serez pas déçus. Alors, juste pour la 5e fois ou 10e fois, on va répondre à chaque fois. Comme c'est filmé et qu'il y a des gens dans la salle, même s'il y a une personne, et il y a au moins une personne qui est française, donc par le respect, et comme tous les médecins ici, ceux qui sont partis ou qui sont nés après la révolution ici, ils ont 40 ans. Ils ont déjà fait une carrière dans leur profession de médecin. Et donc ils maîtrisent tous le français mieux que le farsi. Donc c'est un peu, on n'est pas une association culturelle, c'est vrai qu'on est iranien, mais cette question ne va pas revenir à chaque fois dessus, s'il vous plaît. Merci. Pour ne pas vous décevoir, je serai prêt à vous présenter ça dans une autre réunion en persan. Je vais commencer d'abord, je vais vous donner un plan de ce que je vais vous parler. En fait, je vais vous donner d'abord la définition que j'ai trouvée sur le vieillissement. Je vais vous parler de différentes théories de vieillissement, l'équilibre acido-basique, l'eau, nutrition, micronutrition, restriction calorique, activité physique et chronobiologie. En fait, tous ces facteurs, ce sont des facteurs qui agissent sur ce processus de vieillissement. La définition que j'ai trouvée, en fait, le vieillissement, c'est un processus qui transforme les individus jeunes et en bonne santé en individus fragiles avec une baisse des réserves de la plupart des systèmes physiologiques et une fragilité par rapport aux maladies et à la mort. C'est-à-dire que, alors je m'excuse d'abord, s'il y a des termes un petit peu techniques, je vais essayer de simplifier, vous pouvez poser des questions. Je sais que pour vous qui n'êtes pas de domaine médical, parfois ça peut être un petit peu compliqué, mais n'hésitez pas de m'interrompre, je vous explique. En fait, tout ce processus, c'est pour maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire garder une certaine constance. Je vous donne des exemples. Par exemple, la température du corps doit être autour de 37 degrés. Le taux de sodium dans le sang, c'est autour de 138. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La tension artérielle, dans les meilleurs des cas, c'est inférieur à 14. Voilà, tout ça, en fait, les systèmes, il faut agir de façon à garder tout ça constant selon les événements dans l'environnement où on est exposé.
Dans cette notion de vieillissement, en fait, il y a deux choses. D'abord, en fait, le vieillissement, d'abord, ça agit aux différents niveaux, au niveau moléculaire, cellulaire, chromosomique, au niveau des organes et au niveau de l'individu. Et vous allez voir, en fait, tous les, on va dire, entre parenthèses, les solutions pour agir contre ces vieillissements, d'abord, ça commence au niveau moléculaire, chromosomique, cellulaire. Pour bien vieillir, en fait, il y a deux notions. Il y a d'abord, on veut tous vivre plus longtemps, donc il y a une question de durée, de longévité, mais il faudrait aussi rester en forme et ne pas être malade, garder sa vitalité. J'ajouterais aussi que, en même temps, au niveau, sur le plan de temps, de la durée et la forme, la bonne santé, il y a l'aspect psychologique, c'est-à-dire qu'il faut aussi être heureux, c'est-à-dire, entre autres, avoir un certain confort matériel, avoir des liens sociaux. Ici, vous allez voir, en fait, là, je vous ai trouvé cette image qui nous donne les différentes causes de mortalité. C'est par l'Organisation mondiale de la santé et ça a été établi en 2016. Vous allez voir, en première, ce sont des pathologies cardiovasculaires, les AVC, accidents vasculaires cérébraux, les bronchopneumopathies chroniques, essentiellement par rapport à la consommation du tabac, ou en partie aussi la pollution de l'air. Il y a des infections des voies basses. Pour ce motif, je dirais c'est essentiellement dans les pays non développés, en Afrique, où il y a moins d'antibiotiques, peut-être les mesures d'hygiène ne sont pas optimales. Vous avez au 5e rang maladie d'Alzheimer, les autres démences. Il faut savoir qu'au début des années 2000, Alzheimer était au 14e rang. Et depuis une quinzaine d'années, en fait, on voit peut-être parce qu'on vit plus longtemps, c'est un processus de vieillissement, et donc comment on peut mieux traiter les pathologies cardiovasculaires ou par rapport à accidents vasculaires cérébraux, le fait de vivre plus longtemps, peut-être c'est une des raisons d'avoir plus de cas de maladie d'Alzheimer. Vous avez après les cancers ORL et pulmonaires, essentiellement. Là aussi, le tabac, ça joue un rôle important. Vous avez le diabète. Si on restait sur cette image, vous allez voir que pour pas mal de causes, on peut faire en sorte de diminuer les risques. Ici, en fait, je vous ai trouvé les causes, les cancers qui sont attribués au mode de vie et de l'environnement. Vous voyez par exemple, presque 20%, c'est en rapport avec le tabac. L'alcool pour 8%. J'ai pris le temps d'ajouter un peu toutes les pourcentages. En fait, on arrive presque à 50%, voire même un petit peu plus. Donc ça veut dire que dans 50% des cancers, il y a des causes qu'on peut traiter pour essayer de diminuer les risques. Donc là, on parlait des causes de maladie, de mort, pardon, des causes de mortalité. Là, ici, vous avez les 4 grandes causes de maladie qui fait qu'on n'est pas en bonne santé, on perd un petit peu de sa vitalité, essentiellement des maladies ostéo-articulaires, donc en première l'arthrose, les pathologies cardiaques, c'est la même chose que pour les causes de mortalité, les cancers et le diabète. Et si par rapport aux maladies, on cherchait des facteurs qui peuvent jouer, vous avez ce diagramme, vous allez voir que le tabac finalement agit sur les maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, maladies respiratoires et arthrose en dernier. L'alcool pour 3, l'alimentation aussi,
l'activité physique. Mais vous voyez en fait le poids, tout ça, ça entre un petit peu dans les facteurs, facteurs de risque cardiovasculaire. Et donc en dernier, vous avez c'est vrai que le statut socio-économique, ça joue aussi. Je dirais que les gens plus aisés sont peut-être mieux éduqués, ils savent mieux les causes de maladie, ils ont la possibilité de d'acheter bio, ou voilà, tout ça. Donc ça joue un petit peu sur le résultat. Mais en fait, j'ai trouvé un autre diagramme. Là, vous allez voir. Là, en fait, vous voyez, c'est un diagramme qui montre la longévité par rapport à l'inégalité des revenus dans les pays. Au premier, vous avez le Japon, là où on vit le plus longtemps et où la différence de revenus dans la population est le moindre. Et vous allez voir que, par exemple, aux États-Unis, je dirais que c'est pas dans les meilleurs cas. La France est plutôt vers le haut, Suède aussi c'est pas mal. Voilà. Pour qu'on puisse vivre plus longtemps dans un pays, il faudrait que de façon harmonieuse, tout le monde soit plus ou moins riche. Là, je vais vous parler des différents facteurs de vieillissement. En fait, si vous voulez, il y a différents facteurs selon les observations qu'on a eues. Il y a des théories de vieillissement intrinsèque, génétique, constitutionnel. En fait, ce sont des facteurs où, je dirais, on ne peut pas vraiment agir là-dessus. C'est des facteurs un petit peu qui sont dans nos gènes. On sait par exemple que si vous voulez, au bout des chromosomes, il y a des télomères qui en fait protègent le chromosome au moment de la division cellulaire. Et en fait, au cours des divisions cellulaires, la longueur des télomères va diminuer. À un moment donné, en fait, la cellule va s'arrêter de se diviser. Donc, au niveau des longueurs de télomères, on ne peut pas faire grand-chose. En tout cas, pour l'instant, nos études, enfin, les études des recherches, n'ont pas montré comment on peut faire en sorte que les télomères restent le plus long possible. Heureusement, je dirais qu'il y a des mécanismes au niveau cellulaire qui réparent en quelque sorte ces longueurs de télomères. Ce sont des enzymes télomérases qui vont ensuite réparer. Ça n'empêche qu'au cours du temps, si vous voulez, la longueur de télomère va diminuer. Cette enzyme, par exemple, on a constaté que c'est très peu ou pas actif dans les cellules somatiques. Pour ceux qui ne savent pas, les cellules somatiques, c'est cellules, par exemple, de cœur, de foie, de la peau, voilà. Et ces télomères sont très actifs dans les cellules germinales qui, en fait, se divisent tout au long de la vie. C'est les cellules qui sont responsables de la reproduction. Mais il faut savoir que les télomères sont aussi actifs dans les cancers, ce qui fait que les cellules cancéreuses ne s'arrêtent pas de se diviser. Donc en fait, il faut faire pas mal de recherches pour, si on essayait de stimuler les télomérases de façon à ce que ça ne devienne pas des cellules cancéreuses. Là, je vous cite un exemple. Ça, c'est à cause d'une mutation de gènes, où vous allez voir, c'est un vieillissement très prématuré, et on a constaté qu'en fait, dans ces individus, heureusement très rares, la longueur des télomères est très courte. Là, vous voyez par exemple, à l'âge de 12 ans, on dirait, je dirais au moins 20 ans peut-être, ou 25. On voit peut-être même un guéri. Donc là, si vous voulez, dans ce syndrome de progeria, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Ça, c'est... il n'y a pas de chance. Il y a un autre là, ça c'est à cause des lésions au niveau de notre patrimoine, du patrimoine génétique des individus. C'est le syndrome de Werner. Là, en fait, pour que les cellules puissent se diviser, il faut que les chromosomes qui sont en contact, ils puissent s'ouvrir. Et en fait, dans les cellules, en fait, ce processus ne se fait pas.
Ce qui fait qu'en fait, les cellules s'arrêtent de se diviser. Et là, par exemple, vous voyez la même personne, c'est la même personne à l'âge de 48 ans, on dirait, je ne sais pas, 65, à cause de cette anomalie au niveau du gène. Alors, ça, je vous ai parlé des mécanismes intrinsèques, donc au niveau de notre patrimoine génétique, au niveau des chromosomes. Il y a aussi des mécanismes extrinsèques. L'un des mécanismes extrinsèques de vieillissement, c'est la théorie des radicaux libres. En fait, si vous voulez, le fonctionnement des cellules fait que pour produire de l'énergie, pour fonctionner, on prend ce qu'on mange, par exemple, des nutriments, et au niveau des différents organelles des cellules, avec l'oxygène, il y a une transformation pour produire de l'énergie, de l'ATP. Cette production d'énergie, en fait, est responsable de production de ce qu'on appelle des radicaux libres, et qui sont en fait, bien sûr, il y a des mécanismes pour neutraliser les radicaux libres, heureusement, mais ces radicaux libres, il en reste quand même, et c'est un facteur de vieillissement de la cellule. Je dirais que l'accumulation de ces radicaux libres, c'est un facteur de vieillissement de la cellule. Mais en plus de ce mécanisme cellulaire où on ne peut pas éviter, il y a aussi la pollution d'air, la couche d'ozone qui peut produire des radicaux libres, le tabac, les rayons ultraviolets du soleil en contact avec l'oxygène, les radiations ionisantes qui existent un petit peu dans notre environnement, peut-être beaucoup plus dans la région par exemple de Tchernobyl, et puis aussi le processus d'inflammation qu'il peut y avoir, soit à cause d'une infection, soit parfois dans des maladies inflammatoires où il n'y a pas de germe qui est en cause, c'est une inflammation, c'est un processus cellulaire pour en quelque sorte peut-être pour défendre notre organisme. En fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a un déséquilibre entre la production des radicaux libres et nos défenses antioxydants pour les détruire, c'est là en fait que le rôle de ces radicaux libres devient plus important et qui va agir sur notre vieillissement cellulaire d'abord et puis organes et individus. En fait, ce déséquilibre est à l'origine d'une altération des gènes. Là, on peut agir, on peut créer des problèmes au niveau chromosomique. Alors, soit il y a une réparation, soit on va avoir une cellule cancéreuse, soit la cellule va mourir. L'apoptose, c'est le terme médical, on va dire, qu'on utilise pour la mort cellulaire. Ou bien, si vous voulez, au niveau des cellules, il y a des protéines, il y a des lipides, au niveau de la paroi des cellules, il peut y avoir une altération de ces protéines, de ces lipides, ce qui fait que le cellule va être endommagé, ces systèmes de réparation vont être défaillants, donc la cellule devient ce qu'on appelle sénescente, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de maturation possible, arrête son fonctionnement et la cellule va mourir. Ou bien, ces changements de propriété cellulaire, c'est à l'origine des maladies, des cancers, athérosclérose dans les pathologies cardiovasculaires, hypertension, diabète, arthrite, Alzheimer ou DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Je voudrais vous montrer quelques exemples, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau de l'apparence, de l'effet du tabac sur la peau. Là, vous allez voir, ce sont des jumelles, en fait, donc avec le même capital génétique. Et vous voyez la personne qui est à votre gauche, enfin à gauche de l'écran, c'est quelqu'un qui fume, alors que sa sœur ne fume pas. Vous voyez en fait le visage est un petit peu cachétique, avec des rides qui sont beaucoup plus prononcées. Alors ça, c'est ce qu'on voit dans l'apparence, sur ce qu'on voit, voilà. Après, vous imaginez bien les dégâts qu'il peut y avoir à l'intérieur de nos cellules, au niveau des artères et tout le reste.
Vous avez la même chose aussi là, aussi l'effet de tabac sur la peau. Peut-être aussi un petit peu le soleil pour la personne qui est à droite. Là aussi, vous avez deux jumelles. Celle qui est à droite, donc fume, probablement exposée aussi plus au niveau du soleil, parce que j'imagine c'est un petit peu plus bronzé. Alors que sa sœur jumelle à gauche ne fume pas. Ici, vous avez l'effet de soleil, des rayons ultraviolets. Là aussi, vous avez des jumelles. À droite, une exposition plus importante au niveau du soleil. Et à gauche, en fait, la sœur qui n'a pas été autant. Alors, j'ai une autre image. C'est au niveau de l'effet de l'alcool. Alors, ça, j'ai précisé, c'est une simulation. C'est-à-dire que c'est la même personne qu'on a vieilli en imaginant l'effet que l'alcool peut avoir 10 ans, 15 ans plus tard. Alors, je vous ai parlé de stress des radicaux libres. Hein. C'est très important pour simplifier, pour savoir ce que c'est. En fait, la cellule, je vais l'imaginer comme une voiture. Pour que ça marche, il faut donner du carburant, de l'essence. Mais d'un autre côté, en fait, vous avez des fumées de gaz toxiques qui vont s'en sortir. Les radicaux libres, en fait, c'est ça. En fait, le fonctionnement de la cellule fait qu'il y a une production. À part, donc, on a parlé de cette théorie de radicaux libres, il y a aussi dans des mécanismes extrinsèques de vieillissement, vous avez la théorie de glycation, c'est du glucose, c'est le sucre, tout simplement. Pareil, en fait, le sucre dans notre organisme est responsable de la production de ce qu'on appelle age, ça porte son nom. C'est des produits, en fait, par exemple, au niveau de la peau, au niveau du cartilage et l'élastine, ce sont des deux protéines, des fibres qu'on trouve au niveau de la peau. En fait, cette fixation de sucre est responsable de l'altération des propriétés de ces fibres, de leur élasticité, et donc, par ce biais-là, en fait, avec l'apparition des rides, par exemple. Donc en fait, les diabétiques vieillissent plus rapidement que les non-diabétiques. Je ne vais pas répéter la même chose que je vous ai dit au niveau des radicaux libres. En fait, le glucose, le sucre, fait exactement pareil. C'est-à-dire soit il y a une altération des systèmes de réparation cellulaire, donc à ce moment-là, la cellule va mourir, ou bien il va y avoir des maladies, diabète, hypertension, arthrose, Alzheimer et le reste, ou bien ça peut être à l'origine des cancers. Heureusement, je dirais, pendant de nombreuses années, les systèmes de réparation cellulaire sont de sorte à ce que les cancers chez les adolescents ou les enfants sont rares. Et je dirais que s'il y en a, je dirais plutôt par rapport aux mécanismes intrinsèques, c'est-à-dire au niveau des gènes, qu'on a peut-être hérité parfois de ses parents et qu'à un moment donné, ces gènes vont s'exprimer pour l'apparition de cancer ou d'autres maladies. En fait, je voulais juste, entre parenthèses, de vous parler de la notion d'épigénétique pour dire qu'en fait, il y a des modifications qui, au niveau de notre patrimoine génétique qui ne sont pas forcément au niveau des gènes. Mais ça peut être au niveau de l'expression des gènes. Vous savez que par exemple dans le cancer du sein, on a pu détecter un gène qui est responsable de donner des cancers dans pas mal de cas, mais ce gène ne va pas s'exprimer forcément, les 100% des cas. Je dirais que l'environnement cellulaire peut en quelque sorte activer le gène pour qu'on puisse à ce moment-là avoir la maladie cancéreuse. Et donc en fait, c'est une nouvelle notion depuis quelques années, c'est-à-dire que, comme je vous disais, ça change l'environnement cellulaire qui peuvent être réversibles si l'environnement change pour agir sur l'expression des gènes sans qu'il y ait une modification du code génétique, si vous voulez.
Et parmi cela, il y a par exemple la méthylation, l'acétylation et beaucoup d'autres choses. En fait, pour bien vieillir, je vais vous parler essentiellement de ces sujets-là, c'est-à-dire de l'eau qu'on boit, c'est très important, et les aliments qu'on mange et notre activité physique. Avant de vous parler de l'eau qu'on boit, je voulais juste faire un petit rappel sur l'équilibre acido-basique. Vous savez, au niveau sanguin, le pH de sang doit rester autour de 7,2, 7,4. Je vous ai parlé au début d'homéostasie, c'est-à-dire qu'en vieillissant, il faudrait qu'on puisse garder le milieu cellulaire et l'environnement cellulaire dans une certaine constance. Et par exemple, c'est le pH sanguin. Et si vous voulez les réactions de l'eau avec gaz carbonique, qui sont souvent d'origine avec notre alimentation, et à l'origine d'un flux d'acidifiant dans le sang. On parle d'une acidose métabolique qui est très liée à une alimentation de type occidentale, c'est-à-dire beaucoup de viande, beaucoup de sucreries, des choses comme ça. Alors que par exemple, à l'inverse, les légumes, les fruits sont plutôt des aliments alcalinisants au niveau du pH. Alors, il y a des organes dans notre corps qui est responsable de... Ce sont des systèmes de tampons, surtout les reins, les poumons en évacuant le gaz carbonique, les reins en évacuant l'ammoniac, l'urée, et le foie aussi, qui agissent pour garder ce pH autour de 7,2, 7,4. Mais ici aussi, on a des mécanismes compensatoires au niveau de l'os et au niveau des acides aminés, au niveau des muscles. Mais ça, c'est un petit peu en deuxième étape. Ici, vous allez voir, en fait, je vous ai trouvé un diagramme où on montre les aliments qui sont plutôt alcalisants, les aliments qui sont acidifiants. Vous allez voir, en fait, les lignes qui sont en violet ou fuchsia sont plutôt la viande, les produits laitiers, qui sont très acidifiants. Et en bas, vous avez des lignes en vert, c'est plutôt les légumes, qui sont alcalinisants. Donc, en fait, finalement, on comprend bien que par rapport au mécanisme métabolisme cellulaire, qui est toujours en train de produire de l'acidité, il faut manger pas mal de légumes et fruits pour neutraliser ça et afin que le pH puisse rester constant. Alors, vous voyez la dernière ligne, l'avant-dernière ligne, c'est les épinards. Il faut savoir, je précise qu'en fait, si on ajoute des additifs, s'il y a des colorants, c'est la façon de cuire les aliments. Tout ça, ça joue sur... là, vous voyez ici, par exemple, c'est un autre diagramme, là, en parlant d'acidité, tout ça. Vous allez voir, par exemple, on avait les épinards qui étaient très alcalinisants. Alors, vous allez voir sur la troisième ligne, vous trouvez les épinards cooked, cuits, qui deviennent acides. C'est-à-dire que la façon dont on traite les... Là, je vous ai ajouté en bas, s'il y a par exemple du sel ajouté, s'il y a le mode de cuisson, il y a des additifs, des produits industriels avec un processus de raffinement, ou par exemple pour les fruits, la maturité des fruits, ça joue beaucoup sur cet effet de acidité ou l'inverse. L'eau qu'on boit, en fait, c'est très important. Parce qu'en fait, 70% en moyenne de notre corps est de l'eau. En fait, chez les nourrissons, c'est même jusqu'à 80 voire plus. Chez les personnes âgées, ça diminue. C'est pour ça qu'il faut boire. Il faut boire beaucoup, même si vous n'avez pas de soif.
Et en fait, c'est une molécule qui va atteindre tous les points du corps. En médecine, on parle de la barrière cérébro-méningée, où par exemple certains médicaments n'arrivent pas à traverser parce qu'en fait le cerveau est protégé, alors que l'eau en fait passe très bien. Donc c'est très important, si vous voulez, de l'eau qu'on boit. Je vais vous parler de l'eau ionisée. C'est la première fois, c'est ma soeur qui m'en a parlé, donc j'ai fait des recherches avec son aide. Au Japon et en Corée du Sud, ils ont beaucoup fait d'études sur ce sujet-là. En fait, l'eau ionisée alcaline, en fait, c'est un nom avec un pH qui peut monter jusqu'à 9,5 degrés. Dans l'eau minérale, par exemple, qu'on peut boire, on peut arriver maximum à 8. Mais c'est plutôt plus neutre, je dirais plus proche de 7. En fait, ils ont fait des études, ils ont injecté des cellules cancéreuses de mélanome au niveau subcutané et au niveau du péritoine, c'est la cavité abdominale, chez les souris et chez les rats. En fait, il y avait un groupe de rats qui était traité avec de l'eau ionisée alcaline, et puis l'autre, c'était l'eau tropique du laboratoire. Et en fait, ils ont constaté que chez les souris ou les rats qui étaient traités avec de l'eau ionisée, en fait, la croissance tumorale au niveau de leurs cellules était 20 à 25% moins par rapport à l'autre groupe qui avait bu l'eau robinet du laboratoire. Et également à distance du point de l'injection, c'est-à-dire des métastases, il y avait 44% de moins. Et en fait, ils ont constaté que l'eau ionisée alcaline a un effet antioxydant, c'est-à-dire que ça va capter les radicaux libres qui sont à la suite du métabolisme cellulaire. Il y a un effet antidiabétique, le taux de sucre était plus bas chez les souris qui étaient traitées avec de l'eau ionisée alcaline. Et également, il y avait un niveau plus bas de cholestérol et triglycérides. Ça, c'était une étude qui a été faite en 2004. Une autre étude au niveau, en 2006, ça c'était au niveau des lymphocytes, mais des lymphocytes au laboratoire. Là aussi, ils ont constaté qu'au niveau des lymphocytes, des dégâts qui pouvaient être causés par le stress oxydatif étaient beaucoup moins au niveau des cellules où les lymphocytes étaient traités avec de l'eau ionisée alcaline. En fait, ce qui se passe au niveau des cellules cancéreuses, si vous voulez, j'ai un petit schéma ici. Il y a une tumeur qui se développe. Les cellules cancéreuses aussi, comme les cellules normales, produisent des radicaux libres. Mais en fait, ce qui se passe, au bout d'un certain temps, il y a d'autres cellules qui vont être parmi les cellules cancéreuses, qui vont sécréter un facteur qui est responsable d'un développement vasculaire. En fait, de façon à ce que ces cellules-là, avec leur ce stress oxydant, avec les radicaux libres, puissent être neutralisées avec la circulation du sang. En fait, c'est ce qui se passe en général pour nos cellules, c'est-à-dire qu'il y a en permanence ces radicaux libres qui, avec la circulation sanguine, sont en quelque sorte éliminés. Et donc, là aussi, il y avait une autre étude japonaise et qu'ils ont constaté que de l'eau ionisée alcaline, ça joue sur l'expression des gènes qui produisent ce facteur vasculaire. Et donc, en fait, en quelque sorte, va limiter le développement du cancer. Sinon, en fait, il y a un médecin qui a fait beaucoup de recherches, qui a écrit un livre, qui a en fait, si vous voulez, regroupé toutes les études qui ont été faites au Japon, en Asie, et même lui-même avait constaté chez ses proches, un médecin américain en 2011,
Et en fait, il a conclu que de l'eau ionisée alcaline a un effet antioxydant, anti-acidose par rapport au métabolisme cellulaire, avec un meilleur effet d'hydratation et avec un effet détoxifiant, notamment au niveau du foie aussi. Ça aide aussi le foie. Donc, je vous ai parlé de l'eau. Je vais vous parler de la nutrition, c'est-à-dire ce qu'on mange. Parce que ça aussi, comme l'eau qu'on boit, a un effet très important sur le développement des maladies. En fait, pour avoir un régime alimentaire équilibré, il faut qu'on puisse couvrir tous les besoins en nutriments, en quantité, en qualité. Nécessaire et suffisant, il faut respecter un certain équilibre. On dit par exemple le thé vert est très bien pour la santé, dans une certaine mesure. Il ne faut pas aller aussi en boire des 2 litres par jour. En fait, au niveau de notre alimentation, 100% des Français, en France en tout cas, il y a un apport insuffisant dans acides gras oméga 3. C'est dans les gras, notamment huile d'avocat par exemple, ou également huile de colza, ou dans les poissons. Nous sommes aussi carencés en protéines végétales, magnésium, vitamine E, vitamine D, il n'y a pas beaucoup de soleil, sélénium, iode et beaucoup d'autres choses. Pourquoi est-ce qu'il y a une carence? C'est parce que, en fait, il y a une agriculture très industrielle, on produit, donc les sols sont pauvres en minéraux. Il y a le transport, donc il faut prendre en compte le temps de transport. Donc on a des fruits qui viennent du Pérou, de Nouvelle-Zélande. Le temps de faire le trajet, en fait, ils sont cuits alors qu'ils ne sont pas mûrs. Et donc ils n'ont pas la valeur nutritionnelle qu'ils devaient avoir comme il y a 30-40 ans. Si par exemple il y a 30-40 ans on mangeait un abricot et on pouvait avoir 30% d'apport de vitamine A, aujourd'hui il faut en manger 5 ou 10. Mais également, je vous disais, les pesticides, les additifs, le raffinage, le type de cuisson fait qu'ils perdent leur valeur nutritionnelle. J'insiste sur le fait qu'il faut un équilibre. En fait, il n'y a aucun aliment qui est mauvais en soi, mais tout peut devenir poison à partir du moment où la fréquence ou la dose qu'on apporte à notre corps dépasse une certaine limite. Ici, je vous parle de quelques micronutriments, ou oui, plutôt micronutriments avec cuivre, sélénium, et les soupes dans lesquelles on trouve, vous voyez, il y a quand même pas mal de légumes, des fruits, mais pas seulement. Il faut quand même manger de la viande. Les abats, thon, voilà. Je vous laisse un peu découvrir, je vais lire le diapo. Voilà. Ou bien contre l'application, donc contre l'effet de glucose et le stress oxydant, il y a la carnosine qui se trouve dans une algue spiruline, asperges, champignons, dans la viande aussi. Vitamine B qui agit sur la réduction des produits age products qui viennent avec le diabète. Ou bien sur la cognition, c'est-à-dire au niveau de notre mémoire par exemple, le rôle de vitamine B, tous les vitamines B, vitamine B1, B9, B12, c'est important, mais également les acides gras polyinsaturés, et notamment oméga 3. En fait, dans notre alimentation, il y a beaucoup de oméga 6, et en fait cet équilibre fait que c'est pas bon pour notre santé. Là encore, dans la commission, en fait, je passe le diapo. Alors, vitamine D aussi, important, vitamine D, vitamine E. En fait,
ce sont des vitamines qui ont un effet anti-cancer. Par exemple, vitamine D joue un rôle dans la régulation de l'hypertension artérielle, dans les pathologies cardiovasculaires, dans notre solidité des os, c'est-à-dire ça permet d'assimiler le calcium. Vitamine O pour son effet anti-cancer, le zinc dans les huîtres par exemple, et ça agit sur notre système immunitaire dans la cicatrisation et la croissance osseuse. Je vais vous parler de curcumine. Le curcuma, en fait, c'est notre sage chauvet. C'est vrai qu'on en utilise pas mal, mais je ne sais pas si on savait s'il y a un rôle important au niveau de la santé. En fait, le curcuma, surtout sous forme liquide, parce que ça garde ses valeurs nutritionnelles, a un effet antioxydant, anti-inflammation, a un effet sur la protection gastrique, c'est-à-dire sur l'acidité. Pour les gens qui ont problème d'ulcère d'estomac, par exemple, c'est un produit qui a des effets, a un effet aussi anti-cancer, sous forme surtout liquide. Alors, ici, je voulais vous parler, mais j'ai raté la ligne d'écriture. Je voulais vous parler de la bétaïne des betteraves, qui a aussi un effet antioxydant. Ça protège notre foie, ça protège, en fait, ça contre la fatigue musculaire et au niveau cellulaire. En fait, la bétaïne, ça agit, je vous ai parlé tout à l'heure de méthylation au niveau des gènes, des cellules, qui peuvent être réversibles, mais qui, en fonction de l'environnement, et ben, en fait, l'environnement, ça peut être ça, des betteraves. Il y a aussi la catéchine du thé vert qui est très importante, qui a un effet, là aussi, antioxydant, anti-cancer, effet très positif au niveau cardiovasculaire. Le thé vert. Vous avez aussi sulforafane, des légumes crucifiés, le brocoli, chou-fleur, avec son effet antioxydant, anti-inflammatoire. Et en fait, ça agit sur l'activation des gènes de croissance cellulaire, sans que ça donne des cellules cancéreuses. Vous avez aussi ce produit qui se trouve dans le vin rouge. C'est parmi des phénols, et ça a un effet aussi au niveau cardiovasculaire, au niveau vasculaire, un effet anti-agrégant. C'est-à-dire, vous savez que chez les cardiaques, on donne pas mal dans pas mal de cas, on donne de l'aspirine. En fait, ce produit, cette molécule dans le vin rouge, en fait, ça a un effet anti-agrégant, peut-être pas aussi important que l'aspirine, mais quand même. Donc, cela dit, avec modération. Et vous avez autre chose, vous avez le phycocyanine, c'est le colorant d'une algue, spiruline, qui a aussi un effet antioxydant très important, anti-vieillissement, anti-inflammatoire, anti-cancer, et ça régule en partie le taux de cholestérol. En fait, ça se trouve sous forme en poudre, mais aussi sous forme liquide. La forme liquide, en fait, c'est plus assimilable. On l'absorbe mieux, donc l'effet est plus important. Alors, je vous ai parlé de l'eau, je vous ai parlé de ce qu'on mange, mais en fait, il ne faut pas manger beaucoup. En fait, là, ici, vous avez l'effet de la restriction calorique, c'est-à-dire, au niveau du diagramme, la ligne rouge, là, ce sont des souris qui ont eu une restriction calorique, c'est-à-dire qu'au niveau de l'alimentation, on a un peu limité ce qu'on leur donne à manger. Alors qu'au niveau de la ligne verte, là, il n'y a pas aucune restriction calorique. Ils ont mangé, ce sont des souris qui sont obèses, et donc vous voyez en fait en bas, le fait d'avoir une restriction calorique de plus en plus importante, ça augmente la durée de vie des souris. Mais en fait, cette restriction calorique ne doit pas être à l'origine des carences.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas manquer de vitamines, il ne faut pas manquer de certaines protéines, tout ça. Mais il faut diminuer les calories. Je ne sais pas si le gérant de restaurant est là, parce qu'il ne va pas être content. C'est pas le Là, vous voyez, par exemple, chez les souris, une restriction calorique de 25% augmente de 15% la durée de vie des souris. Si c'est de 50%, on donne la moitié de ce qu'on donne aux souris sans limitation au niveau d'ingestion d'aliments. 50%, ils vont, au lieu de vivre, je sais pas, 10 ans, ils vont vivre 15 ans. Et ainsi de suite. Mais cette restriction calorique, vous voyez, c'est le même étude. Les points que vous voyez en noir, en fait, c'est l'apparition des maladies ou des cancers chez les souris. Chez ceux qui n'ont pas eu la restriction calorique, ceux qui ont mangé sans limite, ont plus de cas de cancer qui apparaissent plus tôt. Alors qu'en fait, les points qui sont creux, les points en blanc en bas, ce sont des cancers qui sont arrivés, s'ils seront développés chez les souris avec une restriction hydrique, c'est-à-dire le fait de moins manger, on a moins de cancer. Tout simplement, si je simplifie. Cette restriction calorique a pour effet d'activer certaines gènes qui stimulent la réparation des cellules. La réparation de cellules, notamment à cause de stress oxydant. Je vous ai parlé au début. Et le resveratrol, qui se trouve dans le vin rouge par exemple, multiplie par 13 l'activité de sirtuine, qui sont des protéines qui interviennent dans la réparation cellulaire. Cette restriction hydrique a pour effet aussi, je vous ai dit, je me répète, effet anti-cancer, anti-thrombose, anti-cholestérol, tout ça. Donc je vous ai parlé de ça, maintenant je vais vous parler de jeûne intermittent. C'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire de faire notre rosée qu'on fait au mois de Ramadan. Ça peut avoir des bénéfices, sauf qu'il ne faut pas manger une fois on coupe le jeûne des quantités importantes pour compenser. Ce jeûne intermittent a pour effet une perte des graisses, donc ça joue sur une baisse du poids, ça joue sur nos fonctions cognitives, ça va diminuer l'inflammation, notamment par exemple au niveau des articulations, ça réduit la pression artérielle, peut-être aussi par le biais de perte de poids, ça réduit le taux de sucre et finalement en bas, ça augmente la longévité. On va vivre plus longtemps. Ici, vous avez les effets d'activité physique maintenant. Quand on fait du sport, vous voyez que ça joue sur le diabète, que ce soit le type 1 ou type 2, sur l'obésité, sur notre poids, sur les pathologies coronaires, sur l'insuffisance cardiaque, les accidents vasculaires cérébraux, l'asthme. On peut aussi mourir de l'asthme, donc si ça améliore notre asthme, pourquoi pas. Sur les cancers, les rhumatismes inflammatoires, arthrose et également dépression. Ça, je poserai la question à notre ami psychiatre Nima, s'il confirme l'effet positif d'activité sportive au niveau psychologique. Mais en fait, l'activité physique, vous voyez ici aussi, ça joue sur la longévité. Là, ici, vous avez la ligne en bas. En fait, les trois lignes montrent l'effet bénéfique d'activité physique sur la réduction de mortalité. C'est-à-dire que, si vous voulez, si on pratique 90 minutes d'activité physique par jour, on peut augmenter de 35% en moyenne. C'est ce que j'ai dit. On peut augmenter notre longévité, c'est-à-dire la cause de maladie.
réduction. On réduit de 35%, excusez-moi, j'ai confondu. On réduit de 35% quand on fait de l'activité physique en moyenne, si c'était 90 minutes par jour. Mais même si c'est 20 minutes par jour, on peut réduire de 14% les causes de mortalité. C'est-à-dire, même si vous marchez 10 minutes par jour, c'est quand même mieux que de ne pas marcher. Là aussi, c'est un autre diagramme. Plus l'activité physique augmente, plus le effet positif sur notre santé. En fait, cette activité physique, il faut le commencer dès le jeune âge, chez les enfants. Ça, c'est que vous avez les recommandations de l'Agence nationale de sécurité je sais plus, sanitaire et ça c'est marqué quand je suis un peu stressé peut-être. Voilà, donc je laisse, mais donc au niveau aussi de notre âge, avec ses bénéfices sur le plan cardio-respiratoire, au niveau musculaire, articulaire, au niveau de la souplesse, tout ça. Mais également aux âges plus avancés. Pareil, au niveau cardiovasculaire, au niveau musculaire, au niveau de l'équilibre. Vous savez qu'il y a quand même des causes de chute avec des complications, fracture de hanche ou poignet. Voilà. Donc ici, en fait, activité physique chez les personnes âgées résume un petit peu les bénéfices. Sur sarcopénie, c'est-à-dire au niveau musculaire, ça va diminuer la fonte musculaire, ça diminue les chutes, ça diminue les troubles au niveau de la mémoire, ça diminue les facteurs de risque cardiovasculaire, et ainsi de suite. Donc en fait, ça diminue l'invalidité, donc on est en meilleure forme, et ça diminue la mortalité. Dernier point que je voulais vous parler, c'est la chronobiologie. En fait, chronobiologie, notre organisme, il y a des rythmes. Si vous voulez, les cellules ne peuvent pas faire tout le temps. Pour résumer, on a besoin de dormir le soir, la nuit, pour récupérer. Et les cellules, que ce soit au niveau du cerveau, ou au niveau du foie, ou au niveau, je dirais, tous les organes, ont besoin du repos. La chronobiologie, c'est la science des rythmes biologiques. Comme je disais, la cellule ne peut pas avoir toutes ses activités métaboliques en même temps. Et le respect de cette horloge biologique est très important pour notre santé. Ici, en fait, ça résume un petit peu ces rythmes. C'est-à-dire que la lumière joue beaucoup. Il y a, à travers les yeux, il y a le noyau suprachiasmatique qui va envoyer des messages à notre glande épiphyse et qui va après jouer sur les rythmes biologiques, sur la sécrétion de la mélatonine qui est responsable du déclenchement de notre sommeil, sur les rythmes cardiaques. Par exemple, on sait que la fréquence cardiaque diminue pendant la nuit, la pression artérielle baisse. Sur la température de corps, il y a des variations de température. À la fin de la journée, ça descend. Pendant notre sommeil, la température baisse. Et voilà, ainsi de suite. Mais vous voyez bien sur ce schéma que les heures de repas, par exemple, le travail qu'on peut avoir, des contraintes qu'on peut avoir par rapport à notre travail, ça peut jouer sur cette horloge biologique. En fait, il y a des rythmes endogènes. Je vous parlais, il y a des gènes dans chaque cellule qui, en fait, en quelque sorte, donnent le rythme aux activités cellulaires. Des gènes qui vont produire des protéines activatrices, des protéines inhibitrices. Il y a aussi le noyau suprachiasmatique, je m'en répète, c'est l'horloge centrale qui est influencée par la lumière en envoyant des messages à la glande épiphyse et qui est responsable de la sécrétion de la mélatonine. Ici, par exemple, vous avez les variations de la mélatonine
qui déclenche notre sommeil au cours des 24 heures. À part donc l'horloge centrale, il y a d'autres organes périphériques aussi qui ont un horloge, notamment, je dirais pour exemple, le foie, excusez-moi, il y a une faute d'orthographe, rein et intestin. Pour essayer de comprendre ça, là, ici, vous allez voir la variation de sécrétion de l'insuline, par exemple, de l'hormone de... si je ne me trompe pas, l'hormone cortisol, des sécrétions d'estomac, des intestins et l'hormone de croissance. En fait, ce rythme se répète tous les 24 heures. Donc vous voyez bien que, par exemple, je vous donne un exemple simple, quand on mange très tard le soir, le sommeil est perturbé, on dort moins bien. C'est parce que finalement, les enzymes au niveau des intestins et de l'estomac baissent, donc la digestion devient difficile. Par contre, on a par exemple des rythmes d'insuline au cours de la journée. Ce serait bien par exemple de manger un petit goûter à 4 heures, parce qu'il y a une augmentation de l'insuline physiologique. C'est le creux de l'après-midi. Vous voyez par exemple la ligne verte qui montre la sécrétion des enzymes digestives, c'est plutôt dans la journée. C'est-à-dire il vaut mieux peut-être favoriser le repas de midi, manger le matin aussi, parce que finalement, quelques heures après, les enzymes augmentent, que manger le soir tard. Donc au niveau de ces horloges centrales et périphériques, il y a des synchroniseurs externes. Je vais vous parler des rythmes sociaux. Quand on voyage, tout est perturbé. Changement de rythme de travail, des gens qui travaillent le matin, le lendemain c'est le soir. Tout ça, ça perturbe notre organisme et ça joue sur notre santé. Notre alimentation aussi, c'est-à-dire il est important de respecter les horaires au niveau des repas, de manger à des heures plus ou moins régulières, mais aussi le type d'aliments qu'on mange, ça joue. C'est-à-dire que les aliments qui sont très riches en calories vont perturber cette horloge biologique et sont défavorables pour notre santé. Alors j'ai remis à nouveau ce diagramme avec le travail, l'activité en société, les heures de repas. Ça joue plus ou moins les mêmes rôles que la lumière. Donc, cette désynchronisation entre notre horloge biologique et les facteurs extérieurs, les synchroniseurs externes, est à l'origine des pathologies. Donc, on sera en moins bonne santé, on vivra malheureusement moins longtemps. Parce que vous savez que dans la maladie diabétique, ça commence par d'abord une insulinorésistance, c'est-à-dire qu'on a suffisamment d'insuline, mais ça ne marche pas au niveau des cellules. Et par la suite, il y a une carence où on a besoin d'injecter de l'insuline. L'hypogénèse, c'est la formation des lipides, des graisses qu'on peut accumuler au niveau abdominal ou au niveau des hanches. Et également, donc, je reviens sur les troubles de l'humeur. Donc, cette chronobiologie nutritionnelle, c'est-à-dire appliquée à la nutrition, va reprogrammer nos cellules, nos horloges biologiques, va agir sur l'expression de nos gènes. Le régime hypocalorique va sensibiliser un petit peu notre synchronisateur. Et les horaires de repas fixes également. Donc, en pratique, quelques conseils que je pourrais vous donner, c'est que par exemple, on sait que les récepteurs à l'insuline sont plus actifs dans la matinée. Ça veut dire que si vous mangez quelque chose de sucré dans la matinée, les dégâts sont plus importants que si c'est dans l'après-midi. Et par exemple, chez les personnes âgées, on est amené à donner des compléments alimentaires.
pour éviter la fonte musculaire, il faudrait essayer de les donner plutôt à la fin de la matinée. Parce que là, par rapport à notre horloge biologique, la production des protéines dans le corps est plus importante. Donc, j'ai trouvé ça, il faudrait prendre un petit déjeuner de roi, bien copieux, un déjeuner de prince et un dîner de pauvre. Là aussi, j'espère que les gérants du restaurant. Donc, je dirais en conclusion, si on pouvait choisir nos parents pour avoir le meilleur capital génétique, si on pouvait choisir nos hommes politiques pour avoir une meilleure orientation au niveau de notre agriculture, moins de pesticides, moins de insecticides ou autres additifs, qui vont jouer aussi peut-être sur des mesures sur la pollution d'air, une voiture électrique et compagnie, et une meilleure éducation pour se renseigner sur tout ça. Si nous mangeons équilibré et pas trop, et si nous pratiquons une activité physique régulière et respectons nos rythmes biologiques, eh bien, nous pouvons sûrement être en partie l'acteur de notre vieillissement et de notre bon vieillissement. Merci beaucoup.